Je m'appelle Nathan et, à 32 ans, j'ai enfin réalisé mon rêve de posséder mon propre appartement à Chicago après des années d'économie prudente. J'ai toujours pensé que la famille signifiait se soutenir mutuellement dans les bons comme dans les mauvais moments. Mais je n'aurais jamais imaginé que mes parents s'attendraient à ce que je risque mon avenir financier pour mon frère irresponsable. Ce qui a commencé comme une simple demande de caution pour un prêt immobilier s'est transformé en un cauchemar qui a menacé tout ce pour quoi j'avais travaillé. Je me demande toujours si j'ai fait le bon choix. Avant de partager mon histoire, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous avez déjà eu à faire un choix difficile entre les attentes de votre famille et votre propre bien-être. J'ai grandi dans un quartier de classe moyenne en banlieue de l'Illinois, à environ 40 minutes de Chicago. Mes parents, Frank et Martha, ont travaillé dur pour nous offrir, à mon jeune frère Trevor et moi, une vie confortable. Papa était vendeur d'assurance, et maman enseignait en 3e année à l'école primaire locale. Ils nous ont inculqué la valeur de l'éducation et du travail acharné, nous disant toujours que nous pouvions réaliser n'importe quoi si nous faisions des efforts. Dès le plus jeune âge, il était clair que Trevor et moi étions différents. Tandis que j'étais naturellement studieux et responsable, Trevor était plus intéressé par le plaisir et les raccourcis. Au lycée, j'ai rejoint l'équipe de débat, suivi des cours de placement avancé et passé mes week-ends à étudier pour le SAT. Mes efforts ont porté leurs fruits lorsque j'ai reçu une bourse partielle pour l'université Northwestern où j'ai obtenu un diplôme en économie. L'université était difficile mais enrichissante. J'ai travaillé à temps partiel à la bibliothèque universitaire pour couvrir les dépenses que ma bourse ne couvrait pas. Après l'obtention de mon diplôme en 2010, je suis entré sur le marché du travail pendant l'une des pires périodes économiques de l'histoire récente. La récession a rendu la recherche d'emploi incroyablement difficile. Mais après des dizaines de candidatures, j'ai décroché un poste de niveau d'entrée dans une société de conseil financier au centre-ville de Chicago. Pendant les premières années, j'ai vécu avec 3 colocataires dans un appartement exigu pour économiser de l'argent. Je prenais le bus pour aller travailler tous les jours, préparais mes déjeuners et sortais rarement avec des collègues pour prendre un verre après le travail. Chaque dollar économisé allait vers mon rêve de posséder mon propre logement. Après 5 ans d'économie disciplinée, j'avais assez pour un acompte sur un modeste appartement d'une chambre à Lincoln Park. Il n'y avait rien d'extraordinaire, environ 700 pieds carrés avec un petit balcon donnant sur une rue tranquille, mais c'était le mien. Je me souviens du jour où j'ai eu les clés, me promenant dans les pièces vides, planifiant où chaque meuble irait. Cet appartement représentait tout ce pour quoi j'avais travaillé. Pendant ce temps, Trevor a pris un chemin très différent. Il s'est inscrit à l'université d'État mais a abandonné après 3 semestres, affirmant que l'université n'était pas pour lui. Au cours des années suivantes, il a enchaîné divers emplois. Il a essayé d'être barman mais a démissionné car les heures étaient trop exigeantes. Il a travaillé chez un concessionnaire automobile jusqu'à ce qu'il ait un désaccord avec le gérant. Il a lancé une entreprise de paysagisme qui a fait faillite après un été. À chaque échec, nos parents étaient là pour le soutenir à la fois émotionnellement et financièrement. Leur habitude d'aider Trevor a commencé dès l'enfance. Si nous avions tous les deux des tâches ménagères, mes parents vérifiaient que les miennes étaient parfaitement terminées tout en acceptant un effort minimal de la part de Trevor. Si nous avions tous les deux besoin de nouvelles chaussures pour l'école, j'obtenais l'option pratique tandis que Trevor obtenait la paire de marque chère pour renforcer sa confiance. Quand nous nous disputions, on s'attendait à ce que je sois la personne la plus mature et que je laisse tomber parce que Trevor était plus sensible. En tant qu'adulte, ce schéma a continué. Trevor appelait nos parents quand il était à court de loyer ou avait besoin d'une nouvelle transmission de voiture. Il trouvait toujours un moyen de l'aider, même si cela signifiait puiser dans leurs économies de retraite. Lorsque j'exprimais mon inquiétude à propos de cet arrangement, il disait que j'étais égoïste et que la famille est de la famille. Malgré ces frustrations, j'ai essayé de maintenir une bonne relation avec mes parents. Je leur rendais visite pour les dîners du dimanche 2 fois par mois, appelais ma mère régulièrement et me souvenais de leurs anniversaires et de leur anniversaire de mariage avec des cadeaux attentionnés. Je les aimais et comprenais qu'ils avaient de bonnes intentions, même si leurs actions semblaient parfois injustes. En ce qui concerne Trevor, j'ai maintenu une relation amicale mais quelque peu distante. Nous discutions lors des réunions de famille et nous nous envoyions occasionnellement des messages sur le sport, mais je prenais soin de ne pas trop m'impliquer dans sa vie personnelle. J'avais appris par expérience que se rapprocher de Trevor signifiait souvent être entraîné dans sa dernière crise ou son dernier plan. Juste avant les événements qui allaient changer à jamais la dynamique de notre famille, j'avais obtenu une promotion au travail.
Après 9 ans dans la même entreprise, j'étais maintenant analyste financier senior avec un salaire confortable et de bons avantages sociaux. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je me sentais financièrement en sécurité. J'envisageais même d'économiser pour un logement plus grand, peut-être un condo de 2 chambres où je pourrais avoir un bureau à domicile dédié. Ce que je ne savais pas, c'est que Trevor avait emprunté de l'argent à nos parents plus fréquemment que je ne le réalisais. Au fil des ans, il avait pris des milliers de dollars avec des promesses vagues de les rembourser une fois qu'il serait sur pied. Bien sûr, ce jour n'est jamais venu. Trevor m'avait aussi emprunté de l'argent directement à 3 reprises, affirmant que c'était pour des urgences. La première fois, il a dit que sa voiture avait été remorquée, et il avait besoin de 300 dollars pour la récupérer. La deuxième fois, il a affirmé que son propriétaire menaçait de l'expulser s'il ne trouvait pas 800 dollars avant la fin de la semaine. La troisième fois, il a demandé 2000 dollars pour couvrir des frais médicaux après un accident mineur. Chaque fois, je lui donnais l'argent à contre-cœur, sachant au fond de moi que je ne le reverrais jamais. Et chaque fois, je jurais que ce serait la dernière. Je ne savais pas que ces petits prêts n'étaient que le début et que la plus grande demande était encore à venir. C'était un mardi soir d'octobre quand j'ai reçu un SMS de ma mère me demandant de venir dîner la nuit suivante. C'était inhabituel car nos dîners de famille avaient généralement lieu le dimanche. Quand j'ai demandé quelle était l'occasion, elle a simplement répondu qu'il voulait me voir et avait quelque chose d'important à discuter. Déjà, je sentais un nœud se former dans mon estomac. Le lendemain soir, je suis allé chez mes parents en banlieue après le travail, essayant de me débarrasser du sentiment d'appréhension qui m'avait accompagné toute la journée. Quand je suis arrivé, j'ai remarqué la voiture de Trevor dans l'allée, ce qui a encore renforcé mes soupçons. Dès que j'ai franchi la porte d'entrée, j'ai senti la tension dans l'air. Ma mère m'a accueilli avec une étreinte qui a duré un peu trop longtemps. Mon père m'a serré la main fermement et m'a tapé dans le dos d'une manière qui semblait répéter. Trevor, étonnamment, mettait la table de la salle à manger, ce que je l'avais rarement vu faire volontairement. Il m'a souri largement et m'a demandé comment s'était passé mon trajet. Toute la scène semblait mise en scène, comme si tout le monde jouait un rôle sauf moi. Pendant le dîner, la conversation est restée superficielle. Ma mère a posé des questions sur mon travail. Mon père a commenté le récent match des Chicago Bears et Trevor a mentionné un nouveau restaurant qu'il avait essayé. Personne n'a abordé la chose importante qu'il voulait discuter, ce qui n'a fait qu'accroître mon anxiété. Alors que ma mère débarrassait les assiettes du dîner et apportait le café et le dessert, mon père s'est enfin éclairci la gorge et a dit qu'ils avaient une nouvelle excitante à partager. Trevor s'est redressé sur sa chaise et a commencé ce qui ressemblait à un discours préparé sur la façon dont il avait réfléchi à sa vie et était prêt pour un nouveau départ. Il a parlé de s'installer, d'accumuler des capitaux propres et de créer une stabilité pour son avenir, des termes qui semblaient étrangement provenir d'une brochure immobilière plutôt que des pensées spontanées de mon frère. Puis vint la grande révélation. Trevor avait trouvé la maison parfaite. C'était une maison de 3 chambres et 2 salles de bain dans un beau quartier à environ 20 minutes de chez nos parents. Tandis qu'il décrivait les planchers de bois franc, la cour spacieuse et la cuisine rénovée, j'ai remarqué mes parents hocher la tête avec encouragement. Puis Trevor a mentionné le prix, 450 000 dollars, et j'ai failli m'étouffer avec mon café. C'était un homme qui n'avait jamais conservé un emploi plus de 8 mois, qui avait des dettes de cartes de crédit à 5 chiffres et qui empruntait régulièrement de l'argent pour les dépenses de base. Comment pouvait-il se permettre une maison aussi chère? La réponse est venue quelques instants plus tard lorsque mon père a mentionné que Trevor avait été préapprouvé pour un prêt hypothécaire sous réserve d'avoir un cosignataire. Tous les 3 se sont tournés vers moi avec attente. Je suis sûr que mon visage a révélé mon choc car ma mère a rapidement sauté pour expliquer que le score de crédit de Trevor était un peu en dessous du seuil bancaire. Mon père a ajouté que ce n'était qu'une formalité, que Trevor avait maintenant un bon travail dans les ventes chez l'entreprise de son ami et que ce serait l'étape dont il avait besoin pour vraiment changer sa vie. Je suis resté là, stupéfait et silencieux. Il voulait que moi, qui venais tout juste de réussir à acheter mon propre modeste appartement après des années d'économie, je me porte garant d'un prêt immobilier de 30 ans pour une maison bien au-delà de ce que Trevor pouvait raisonnablement se permettre. Les implications étaient stupéfiantes. Si Trevor manquait des paiements, mon crédit serait ruiné. S'il faisait défaut entièrement, je serais responsable de l'intégralité du montant du prêt. Cela pourrait détruire toute la sécurité financière que j'avais travaillé si dur pour bâtir. J'ai réussi à dire que j'avais besoin de temps pour y réfléchir,
que c'était une décision majeure qui pourrait avoir un impact sur mon avenir financier pendant des décennies. Ma mère a semblé déçue et mon père a froncé les sourcils, mais ils ont convenu que je devrais prendre un jour ou deux pour y réfléchir. L'expression de Trevor était plus difficile à lire, un mélange d'espoir et de droit qui me mettait de plus en plus mal à l'aise. Pendant que j'aidais ma mère à débarrasser les assiettes du dessert dans la cuisine, elle m'a coincé près de l'évier. D'une voix chuchotée, elle m'a rappelé que la famille passait toujours en premier. Comment Trevor n'avait besoin que de cette seule chance pour faire ses preuves et comment elle et mon père ne seraient pas là éternellement pour l'aider. L'implication était claire, à terme, Trevor serait ma seule responsabilité. Le trajet de retour ce soir-là fut rempli d'anxiété. Mon esprit s'emballait avec des souvenirs de toutes les fois où Trevor avait promis de changer, d'être plus responsable, de rembourser ce qu'il avait emprunté, pour retomber dans les mêmes schémas des semaines ou des mois plus tard. Je pensais aux articles que j'avais lus sur la co-signature de prêts et aux histoires d'horreur de crédits ruinés et de relations endommagées. Je pensais à mes propres projets d'avenir, peut-être acheter un logement plus grand ou même prendre une année sabbatique pour voyager une fois que j'aurais suffisamment économisé. Une fois à la maison, je suis resté éveillé tard à faire des recherches sur les risques de co-signature. J'ai lu que les co-signataires sont également responsables de la dette, que les retards de paiement affectent les scores de crédit des deux parties et que se retirer en tant que co-signataire une fois l'accord signé est presque impossible. J'ai recherché des statistiques montrant que près de 40% des co-signataires finissent par payer une partie ou la totalité du prêt eux-mêmes et que 75% des co-signataires constatent un impact négatif sur leur relation avec l'emprunteur. Le lendemain matin, j'ai contacté une collègue spécialisée dans les prêts hypothécaires. Elle a confirmé mes craintes, expliquant que la co-signature pour Trevor bloquerait mon ratio dette-revenu et m'empêcherait probablement de me qualifier pour un autre prêt hypothécaire à l'avenir. Elle m'a fortement déconseillé de le faire, disant que les banques exigent des co-signataires pour une raison, elles ont déterminé que l'emprunteur principal présente un risque élevé. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Je me suis tourné et retourné, déchiré entre la loyauté familiale et l'autopréservation financière. Une partie de moi voulait aider Trevor à croire que cette fois serait différente, que la maison lui donnerait la stabilité dont il avait besoin. Mais la partie rationnelle de moi savait mieux. Ce n'était pas une petite faveur. Il s'agissait potentiellement de centaines de milliers de dollars et de décennies d'enchevêtrement financier. Au matin, j'avais pris ma décision. Je ne me porterai pas garant du prêt immobilier. Ce fut l'un des choix les plus difficiles que j'ai jamais fait, mais je savais que c'était le bon pour mon avenir. J'ai arrangé une rencontre avec ma famille dans un café près de mon appartement ce samedi matin. J'ai pensé qu'un lieu public pourrait aider à contrôler les émotions, et que se rencontrer de mon côté de la ville me permettrait de me retirer dans mon appartement par la suite si les choses devenaient tendues. Je suis arrivé tôt et j'ai choisi une table dans le coin, loin des autres clients. J'avais répété ce que j'allais dire, me concentrant sur les réalités financières plutôt que sur l'historique d'irresponsabilité de Trevor. Lorsque mes parents et Trevor sont arrivés, je pouvais dire d'après leurs expressions confiantes qu'ils supposaient que j'accepterais leur plan. Nous avons échangé des banalités et commandé du café avant que je ne prenne une profonde inspiration et ne prononce mon discours préparé. J'ai expliqué qu'après mûre réflexion et consultation d'experts financiers, je ne pouvais pas, en bonne conscience, me porter garant du prêt immobilier. J'ai exposé les risques encourus, comment cela affecterait ma capacité à me qualifier pour de futurs prêts, et les dommages potentiels à mon score de crédit si des paiements étaient manqués. J'ai souligné qu'il ne s'agissait pas d'un rejet personnel de Trevor, mais d'une décision financière basée sur des facteurs objectifs. La réaction fut immédiate et intense. Le visage de Trevor devint rouge de colère. Il m'accusa de me croire meilleur que lui, de n'avoir jamais cru en lui, de toujours le juger pour ses erreurs passées. Ma mère éclata en sanglots, disant qu'elle n'aurait jamais pensé que je tournerais le dos à ma famille quand nous avions le plus besoin de moi. Mon père resta impassible, sa déception irradiant à travers la table. Alors que la voix de Trevor s'élevait, d'autres clients commencèrent à nous regarder. J'essayais de garder un ton égal, expliquant que je voulais qu'il réussisse, mais que cet arrangement particulier présentait un risque trop grand pour ma propre sécurité financière. Cela ne fit que l'enrager davantage. Il se leva, faisant basculer sa chaise en arrière, et déclara que j'avais toujours été égoïste, que je me souciais plus de l'argent que de la famille. Avant de partir en trombe, il cracha qu'il espérait que je profiterais de ma parfaite petite vie seule. Ma mère se précipita après lui, me lançant un regard blessé par-dessus son épaule. Mon père resta assis, fixant sa tasse de café. Après un moment de silence gênant,
il leva les yeux et suggéra une alternative. Peut-être que Trevor pourrait emménager dans mon appartement avec moi temporairement pendant qu'il économisait pour une maison plus modeste à lui. Je pourrais garder la chambre et Trevor pourrait dormir sur le canapé-lit du salon. Ce ne serait que pour 6 mois, peut-être 1 an au maximum. J'étais sans voix. Mon appartement d'une chambre faisait à peine 700 pieds carrés. L'idée de partager ce petit espace avec mon frère, qui n'avait jamais respecté mes limites ou mes biens, était impensable. De plus, je savais que les arrangements temporaires avec Trevor avaient tendance à devenir permanents. Lorsque j'ai fermement refusé cette suggestion également, mon père a secoué lentement la tête. D'une voix calme mais froide, il a dit que les obligations familiales allaient dans les 2 sens et que ma mère et lui avaient beaucoup sacrifié pour me donner les opportunités qui avaient mené à mon succès actuel. Le moins que je puisse faire était d'aider mon frère alors qu'il essayait de s'améliorer. Il a laissé de l'argent pour le café sur la table et est parti sans dire au revoir, me laissant seul avec les regards curieux des badauds qui avaient été témoins du drame familial. Pendant les 3 jours suivants, je n'ai rien entendu de ma famille. Pas d'appel, pas de SMS, pas même les mêmes habituels de ma mère. Le silence était à la fois un soulagement et une nouvelle source d'anxiété. Avais-je définitivement endommagé ma relation avec eux? Était-ce une colère temporaire ou le début d'un arrangement durable? Le 4e jour, les messages ont commencé. Ma mère a envoyé de longs SMS émotionnels sur sa déception, sur le fait qu'elle m'avait élevé pour être plus compatissante, sur le fait que Trevor était dévasté par mon rejet. Elle m'a rappelé des moments où la famille m'avait soutenu, oubliant commodément que j'avais travaillé pendant mes études et ne leur avais jamais demandé d'aide financière en tant qu'adulte. Puis est venu un appel de ma tante Linda, la sœur de ma mère. Elle a demandé pourquoi j'abandonnais mon frère alors qu'il essayait de reprendre sa vie en main. Il est devenu clair que mes parents avaient partagé leur version des événements avec la famille élargie, me présentant comme le méchant qui refusait d'aider Trevor par pur égoïsme. Le stress a commencé à affecter mon travail. J'ai manqué une date limite pour un rapport important et je me suis retrouvé incapable de me concentrer pendant les réunions. Mon patron l'a remarqué et m'a demandé si tout allait bien. J'ai donné une réponse vague sur des problèmes familiaux, embarrassé d'admettre la situation complète. Ce week-end-là, j'ai déjeuné avec mon ami Marcus. Il me connaissait depuis l'université et avait été témoin de nombreuses crises précédentes de Trevor de loin. Quand j'ai expliqué la situation actuelle, il n'a pas hésité à valider ma décision. Ce que tes parents demandent est complètement déraisonnable, a-t-il dit. Se porter garant d'un prêt hypothécaire, ce n'est pas comme prêter 20 $ à quelqu'un. C'est un engagement financier énorme qui pourrait te suivre pendant des décennies. Tu n'es pas obligé de t'immoler pour réchauffer quelqu'un d'autre, même si ce quelqu'un est ton frère. Ces mots étaient rassurants, mais je sentais toujours le poids de la déception de ma famille, et ça allait devenir beaucoup plus lourd. La semaine suivante, j'ai commencé à recevoir des appels et des messages de divers membres de ma famille et amis de la famille. Mon cousin Ryan voulait savoir pourquoi j'étais si dur avec Trevor. La voisine de mes parents, qui nous connaissait depuis l'enfance, a appelé pour dire qu'elle était surprise par mon manque de loyauté familiale. La meilleure amie de ma mère a envoyé un message Facebook suggérant que je reconsidère ma position pour le bien de ma mère, car elle était folle d'inquiétude pour l'avenir de Trevor. Il est devenu clair que mes parents recrutaient activement des gens pour me faire pression. Ils partageaient un récit qui dépeignait Trevor comme une victime de mon égoïsme plutôt qu'un homme de 30 ans faisant face aux conséquences de ses propres choix. Chaque appel et message a érodé ma détermination, me faisant me demander si j'étais en fait déraisonnable. La semaine suivante apporta une escalade que je n'avais pas anticipée. Les appels et messages des membres de la famille continuèrent d'augmenter en fréquence et en intensité. Mon oncle Bob, le frère de mon père, m'appela pour me dire que la famille devait toujours passer en premier et que l'argent ne devait jamais se mettre entre des parents de sang. Ma cousine Sarah envoya un long courriel racontant toutes les fois où Trevor avait parlé en bien de moi, insinuant que je trahissais son admiration et son amour. Pendant ce temps, Trevor s'était tourné vers les réseaux sociaux. Sans jamais me nommer, il publiait des déclarations vagues sur les gens qui prétendent se soucier de vous mais vous abandonnent quand vous avez le plus besoin d'eux. Il partageait des citations inspirantes sur le dépassement de la trahison et la recherche de force lorsque les plus proches vous laissent tomber. Chaque publication recueillait des commentaires sympathiques d'amis et de la famille, renforçant encore le récit selon lequel j'étais le méchant de cette histoire. La situation a atteint un nouveau creux mercredi lorsque mes parents se sont présentés sans prévenir à mon lieu de travail. J'étais en réunion quand mon assistante m'a envoyé un message disant que mes parents attendaient dans le hall et insistaient pour me voir.
Je me suis excusé, mortifié que mon drame familial envahisse maintenant ma vie professionnelle. Quand j'ai atteint le hall, mon père faisait les 100 pas tandis que ma mère était assise rigidement sur une chaise visiteur. Dès qu'ils m'ont vu, ils se sont approchés, le visage de mon père déterminé. « Nous devons parler de cette situation ridicule », a-t-il dit, sa voix portant dans tout le hall. Plusieurs de mes collègues ont jeté des coups d'œil curieux. J'ai essayé de guider mes parents vers la sortie, suggérant que nous pourrions en discuter après le travail, mais mon père a refusé de bouger. « Ton frère est sur le point de perdre son appartement parce que tu ne veux pas l'aider », a-t-il dit bruyamment. « C'est ce que tu veux ? Que ton propre frère soit sans abri pendant que tu vis confortablement ? » J'étais parfaitement conscient que la réceptionniste et l'agent de sécurité observaient la scène. D'une voix basse et ferme, j'ai dit à mes parents que c'était mon lieu de travail et que je ne discuterais pas de questions personnelles ici. Mon père a continué à argumenter jusqu'à ce que l'agent de sécurité s'approche et demande si tout allait bien. Humilié, je lui ai assuré que c'était une affaire de famille et j'ai finalement réussi à faire sortir mes parents. Le lendemain, j'ai été convoqué à une réunion avec la directrice des ressources humaines. Elle m'a expliqué diplomatiquement que si l'entreprise comprenait que des problèmes personnels débordaient occasionnellement sur les milieux professionnels, l'incident de la veille avait été perturbateur. Elle a suggéré que je prenne un jour de congé personnel pour régler les choses. Ce n'était pas une réprimande, mais le message était clair, ne laissez pas cela se reproduire. Ce soir-là, j'ai écouté un message vocal de ma mère. En larmes. Elle a affirmé que le propriétaire de Trevor lui avait donné un préavis de 30 jours pour quitter son appartement en raison de plusieurs retards de paiement de loyer. Elle a dit qu'il n'aurait nulle part où aller et qu'il pourrait finir par dormir dans sa voiture et que ce serait ma faute d'avoir refusé d'aider alors que j'en avais les moyens. J'avais toujours rejoint ma famille pour le dîner du dimanche 2 fois par mois, une tradition qui remontait à mon arrivée à Chicago. Ce dimanche, pour la première fois depuis des années, je n'y suis pas allé. Je ne pouvais pas faire face à la pression et à la culpabilité combinée de mes parents, ni au regard furieux de Trevor. Au lieu de cela, je suis resté à la maison, j'ai ignoré leurs appels et j'ai essayé de profiter d'une journée tranquille pour moi. Cela semblait étrange et un peu triste, mais aussi nécessaire pour ma santé mentale. Lundi, un ami commun m'a appelé pour prendre de mes nouvelles. Il m'a révélé que Trevor racontait aux gens que je lui avais promis de l'aider à acheter une maison, mais que j'avais fait marche arrière à la dernière minute, le laissant dans une situation désespérée. C'était une fabrication complète, mais cela expliquait pourquoi certains amis m'avaient jeté des regards étranges et fait des commentaires sur le respect des promesses. Par cet ami, j'ai également appris quelque chose que Trevor ne m'avait pas divulgué ni à nos parents. Quand il m'a demandé de l'aide, il avait d'importantes dettes de jeu. Apparemment, il fréquentait des casinos et des sites de poker en ligne depuis des années, accumulant des pertes de dizaines de milliers de dollars. Cette révélation a confirmé que mon instinct de refuser de me porter garant était correct. Les problèmes financiers de Trevor allaient bien au-delà de ce qu'une nouvelle maison pouvait résoudre. Plus tard cette semaine-là, la petite amie de Trevor, Lisa, m'a appelé directement. Nous ne nous étions rencontrés que quelques fois lors de réunions de famille et n'avions jamais parlé en tête-à-tête auparavant. Elle m'a supplié de reconsidérer, disant que Trevor essayait vraiment de changer et qu'avoir un foyer stable l'aiderait à surmonter son habitude de jeu. Quand j'ai demandé pourquoi elle ne se portait pas garant du prêt hypothécaire elle-même, elle a admis que son crédit était encore pire que celui de Trevor. Cela n'a rien fait pour inspirer confiance dans leur avenir financier commun. La campagne de pression a atteint un sommet surréaliste lorsque je suis rentré du travail un soir et que j'ai trouvé Trevor assis sur les marches de mon immeuble, avec 2 grandes valises à côté de lui. Quand il m'a vu, il s'est levé et a annoncé que nos parents lui avaient dit qu'il pouvait rester avec moi jusqu'à ce qu'il trouve un nouveau logement. Il ne m'avait pas consulté à propos de ce plan, ni mes parents. Je lui ai fermement dit qu'il n'était pas le bienvenu chez moi. Cela a conduit à une dispute houleuse sur le pas de ma porte, suffisamment forte pour que ma voisine, Madame Thompson, ouvre sa porte pour vérifier ce qui se passait. Trevor m'a accusé de vouloir qu'il soit sans abri, de ne jamais m'être soucié de lui, de toujours me croire trop bien pour ma propre famille. J'ai maintenu qu'il était un adulte responsable de son propre logement, et que se présenter sans prévenir avec des bagages était inapproprié et manipulateur. Finalement, Trevor a appelé notre père pour qu'il vienne le chercher, mais non sans menacer que je regretterais ma décision. Pendant qu'il attendait l'arrivée de notre père, il s'est assis sur sa valise, me regardant avec une telle haine que je me suis retiré dans mon appartement et j'ai fermé la porte à clé.
Les semaines de pression constante et de confrontation ont commencé à peser sur ma santé mentale et physique. J'avais du mal à dormir, j'ai perdu l'appétit et j'avais du mal à me concentrer au travail. J'ai commencé à m'isoler, à décliner les invitations d'amis et à éviter les endroits où je pouvais rencontrer des membres de ma famille ou des connaissances communes. Le récit selon lequel j'étais un méchant égoïste qui abandonnait sa famille s'était tellement répandu que je me sentais jugé partout où j'allais. À cette époque, j'ai reçu un appel troublant de ma mère. D'un ton froid et formel, contrairement à ses supplications émotionnelles habituelles, elle m'a informé que mon père et elle avaient décidé de réviser leur testament. Si je continuais à refuser d'aider Trevor, je serais retiré en tant que bénéficiaire. Bien que je n'ai jamais compté sur un héritage et que j'étais financièrement indépendant, la menace me piquait quand même. Elle représentait une dernière instrumentalisation des ressources de mes parents dans leur campagne pour me faire céder. Ajoutant à mon stress, j'ai commencé à remarquer la voiture de Trevor garée dans ma rue plusieurs fois cette semaine-là. Il ne m'a jamais approché, mais sa présence semblait menaçante, comme s'il surveillait mes allées et venues. J'ai envisagé de signaler cela à la police, mais j'ai hésité, incapable de me résoudre à déposer une plainte contre mon propre frère. Puis sont venues les plaintes anonymes auprès de la direction de mon immeuble concernant le bruit de mon appartement pendant les heures où je n'étais même pas chez moi, concernant des invités non autorisés, concernant de prétendues violations du bail. Je ne pouvais pas prouver que Trevor était derrière ces plaintes, mais le timing était suspect. Il semblait qu'il tentait de créer des problèmes avec ma situation de logement en guise de vengeance pour mon refus de l'aider avec la sienne. Me sentant de plus en plus dépassé, j'ai cherché de l'aide professionnelle. J'ai commencé à consulter un thérapeute spécialisé dans la dynamique familiale et la fixation de limites. Une docteure Collins m'a aidé à comprendre que ce que je vivais était une forme de chantage émotionnel et que l'encouragement de Trevor par mes parents avait créé un système familial malsain. Elle a validé mon droit de protéger mon bien-être financier et m'a aidé à développer des stratégies pour répondre à la pression continue. Au fil des semaines, j'ai trouvé de la force dans des endroits inattendus. Mon ami Marcus est resté inébranlable dans son soutien, me contactant souvent et me servant de caisse de résonance quand j'avais besoin de me défouler. Plusieurs collègues qui avaient été témoins de la visite de mes parents au travail ont exprimé leur sympathie et ont partagé leurs propres histoires de dynamique familiale difficile. Même ma voisine, Madame Thompson, après avoir entendu l'explosion de Trevor, m'a arrêté dans le couloir pour me dire qu'elle pensait que je gérais une situation difficile avec une retenue remarquable. Ce réseau de soutien croissant m'a aidé à traverser la tempête, mais la pire confrontation était encore à venir. Malgré mes réserves, j'ai accepté d'assister au dîner du 60e anniversaire de mon père. Je ne pouvais pas me résoudre à manquer une étape aussi importante, et une partie de moi espérait que le cadre public et l'occasion festive empêcheraient toute discussion sur le conflit en cours. J'avais tort. Je suis arrivé au restaurant et j'ai trouvé ma famille élargie déjà assise autour d'une grande table. Mes parents m'ont salué froidement et Trevor a à peine reconnu ma présence. Alors que je me dirigeais vers la seule place vide, j'ai remarqué plusieurs grands sacs de sport et valises empilés près de la voiture de mes parents sur le parking, visible à travers la fenêtre du restaurant. Un sentiment d'appréhension m'a envahi. Tout au long du dîner, la conversation a circulé autour de moi, mais m'a rarement incluse. J'ai eu des discussions polies avec mes tantes et oncles, évitant soigneusement toute mention de la tension entre ma famille proche et moi. Alors que le dessert était servi et que mon père ouvrait ses cadeaux, j'ai commencé à penser que je pourrais échapper à la soirée sans incident. Puis, alors que les gens finissaient leur café, ma mère a annoncé qu'ils avaient quelque chose à dire à tout le monde. Elle a expliqué que Trevor traversait une période difficile et qu'il resterait temporairement avec eux. Puis elle m'a regardé directement et a ajouté qu'après le dîner, Trevor me suivrait à la maison et resterait dans mon appartement pendant un certain temps, car c'était plus proche de son nouveau travail. J'étais stupéfait. Nous n'avions jamais discuté de cet arrangement. Lorsque j'ai commencé à objecter, mon père m'a coupé, disant que c'était déjà décidé. Ma tante a hoché la tête avec approbation, commentant à quel point c'était bien que j'aide enfin mon frère. Il est devenu clair que mes parents avaient déjà dit à tout le monde que j'avais accepté ce plan. Avant que je ne puisse répondre, ma mère a mentionné négligemment qu'elle avait toujours le double des clés que je lui avais données pour les urgences, et que Trevor pourrait l'utiliser pour entrer si nos horaires ne correspondaient pas. Cette révélation m'a glacé le sang. La clé était destinée à de véritables urgences, pas à donner à mon frère un accès non autorisé à mon domicile. Je me suis levé, ma chaise raclant bruyamment le sol. D'une voix qui tremblait légèrement de colère,
j'ai clairement déclaré que Trevor ne resterait pas avec moi, que je n'avais jamais accepté un tel arrangement, et que j'attendais de ma mère qu'elle me rende mon double des clés immédiatement. La table est devenue silencieuse. Puis Trevor s'est levé également, son visage déformé par la rage. Il a révélé que son propriétaire ne lui avait pas seulement donné un préavis. Il avait déjà été expulsé pour non-paiement de loyer. Il n'avait nulle part où aller, et c'était ma faute de ne pas l'avoir aidé quand j'aurais pu. Mon père a rejoint la mêlée, admettant quelque chose qu'ils avaient caché auparavant, il s'était porté garant pour Trevor 2 fois par le passé. Une fois pour un prêt automobile et une fois pour un appartement précédent. Les 2 fois s'étaient soldées par un désastre, Trevor ayant fait défaut sur les paiements et mes parents ayant dû couvrir des milliers de dollars pour protéger leur propre crédit. C'est pourquoi ils voulaient que j'intervienne cette fois. Ils ne pouvaient tout simplement pas se permettre de subir un nouveau coup financier. La conversation a dégénéré en une dispute ouverte. Mon père a lancé un ultimatum. Soit j'aidais Trevor en le laissant rester avec moi, soit je ne serais plus le bienvenu dans la famille. Ma mère a commencé à pleurer. D'autres membres de la famille ont choisi leur camp et le gérant du restaurant s'est approché pour nous demander de baisser la voix. J'ai regardé autour de la table les visages de ma famille, certains en colère, certains en larmes, certains mal à l'aise, et j'ai pris ma décision. J'ai posé de l'argent sur la table pour ma part du repas, j'ai présenté mes excuses à mon père pour avoir manqué le reste de sa fête d'anniversaire, et je suis parti. Mes mains tremblaient si fort en rentrant que j'ai dû m'arrêter une fois pour me ressaisir. Ma respiration était superficielle, mon cœur battait la chamade, et j'ai reconnu que je faisais une crise de panique. Je suis resté dans ma voiture pendant 20 minutes, pratiquant les techniques apaisantes que ma thérapeute m'avait enseignées avant de rentrer chez moi. Lorsque je suis arrivé à mon immeuble, mes pires craintes se sont confirmées. Trevor était déjà là, debout dans le hall avec une clé à la main, le double que ma mère lui avait donné. Me voyant, il a souri d'un air narquois et a dit « Maman a dit que tu pourrais essayer de te désister, alors elle m'a donné ça juste au cas où. » Je lui ai fermement dit qu'il n'était pas le bienvenu et qu'utiliser la clé sans ma permission constituerait une effraction. Il a ri et m'a bousculé, se dirigeant vers l'ascenseur. Je l'ai suivi, de plus en plus paniqué à l'idée qu'il entre dans mon espace privé contre ma volonté. Lorsque nous sommes arrivés à mon étage, j'ai découvert qu'il avait déjà utilisé la clé pour ouvrir la porte de mon appartement. À l'intérieur, il avait jeté son sac à dos sur mon canapé et ouvrait mon réfrigérateur comme s'il y vivait. Quand j'ai exigé qu'il parte immédiatement, il a refusé, disant que nos parents lui avaient donné la permission de rester. Ce qui a suivi a été une confrontation physique que je n'aurais jamais pu anticiper. Quand j'ai essayé de lui reprendre ma clé, Trevor m'a poussé contre le mur. J'ai riposté défensivement et il a attrapé une photo encadrée sur mon étagère et me l'a lancée. Le verre a volé en éclats sur le sol alors que je me baissais. Le bruit a incité ma voisine, Madame Thompson, à frapper à la porte, demandant si tout allait bien. Quand j'ai ouvert la porte, elle a vu le verre brisé et la position agressive de Trevor et a immédiatement appelé la sécurité de l'immeuble. Trevor a continué d'insister sur le fait qu'il avait le droit d'être là, que nos parents lui avaient donné la permission, que c'était moi qui causais des problèmes. L'agent de sécurité de l'immeuble est arrivé et a demandé à voir une pièce d'identité et une preuve de résidence. J'ai montré mon permis de conduire avec mon adresse et j'ai expliqué que Trevor n'était ni locataire ni invité. Trevor a argué qu'il avait une clé, ce qui signifiait que je lui avais donné la permission. Le garde, incertain de la marche à suivre dans ce qui semblait être un conflit familial, a appelé le gérant de l'immeuble. En attendant l'arrivée du gérant, mes parents sont arrivés, ayant suivi Trevor jusqu'à mon appartement après le dîner désastreux. Ils se sont rangés du côté de Trevor, insistant sur le fait qu'en tant que ma famille, ils avaient tout à fait le droit de décider que Trevor pouvait rester avec moi. Mon père a accusé l'agent de sécurité d'outrepasser ses fonctions en s'ingérant dans une affaire de famille. Le gérant de l'immeuble, Monsieur Ramirez, est arrivé et a rapidement évalué la situation. Il a expliqué que selon mon bail, je ne pouvais pas faire emménager quelqu'un sans l'ajouter au contrat et que tous les résidents devaient subir des vérifications d'antécédents et de crédit. Lorsque mon père a argué que Trevor n'était qu'un visiteur, Monsieur Ramirez a pointé du doigt les valises et sacs de sport maintenant empilés dans mon couloir et a haussé un sourcil avec scepticisme. Trevor devint de plus en plus agité à mesure qu'il devenait clair que le personnel de l'immeuble n'allait pas le laisser rester. Il commença à crier que j'étais mort pour lui, que je regretterais cela, que je n'étais plus son frère. Ma mère alternait entre des supplications en larmes pour que je reconsidère et des accusations de cruauté.
La scène dans le couloir avait attiré plusieurs voisins hors de leurs appartements. Des gens avec qui j'avais vécu pendant des années étaient témoins de cet effondrement familial humiliant. Certains regardaient avec une curiosité non dissimulée, tandis que d'autres se retiraient dans leurs appartements, mal à l'aise face à ce spectacle. Finalement, Monsieur Ramirez déclara fermement que si Trevor ne partait pas volontairement, il n'aurait d'autre choix que d'appeler la police. À la mention des forces de l'ordre, mon père céda enfin. Il dit à Trevor de rassembler ses affaires, me jetant un regard de profonde déception en le faisant. Alors que Trevor ramassait ses sacs, il renversa délibérément une petite table dans mon entrée, envoyant mes clés, mon courrier et une plante en pot s'écraser au sol. Personne dans ma famille ne s'excusa pour les dégâts ou le dérangement. Ils partirent en groupe, un front uni contre moi, l'étranger. Après leur départ, Monsieur Ramirez m'a aidé à nettoyer les morceaux de verre et la terre. Il m'a conseillé de changer mes serrures dès le matin et de documenter l'incident au cas où il y aurait d'autres problèmes. Puis, voyant à quel point j'étais ébranlé, il m'a demandé si j'avais un autre endroit où je pouvais passer la nuit. J'ai appelé Marcus brièvement, lui ai expliqué ce qui s'était passé, et il a immédiatement proposé son canapé. J'ai préparé un sac de nuit, remercié Monsieur Ramirez et Madame Thompson pour leur aide, et j'ai laissé mon appartement violet derrière moi, incertain de quand je m'y sentirais à nouveau en sécurité. Le matin après la confrontation dans mon appartement, j'ai appelé au travail en me déclarant malade et j'ai rencontré un avocat recommandé par Marcus. Mademoiselle Patel était spécialisée en droit de la famille et avait de l'expérience dans les cas de harcèlement. Pendant que je racontais les événements des dernières semaines, culminant avec l'invasion de mon domicile la nuit précédente. Elle a pris des notes détaillées et posé des questions de clarification. Après avoir entendu toute l'histoire, Mademoiselle Patel n'a pas mâché ses mots. Ce que vous décrivez est du harcèlement, une entrée non autorisée et potentiellement du harcèlement criminel. A-t-elle dit, le fait que les auteurs soient des membres de votre famille ne rend pas leurs actions légales ou acceptables. Elle a exposé mes options. Je pourrais demander une ordonnance de restriction contre Trevor, ce qui lui interdirait légalement de s'approcher de moi, de mon domicile ou de mon lieu de travail. Je pourrais envoyer une lettre de mise en demeure à mes parents concernant leur harcèlement et leur encouragement au comportement de Trevor. Et le plus immédiatement, je devais changer mes serrures et installer des mesures de sécurité de base. J'hésitais à engager des poursuites judiciaires contre ma propre famille, mais Mademoiselle Patel a doucement fait remarquer qu'ils avaient déjà franchi plusieurs limites légales et éthiques. Une ordonnance de restriction ne me protégerait pas seulement, a-t-elle expliqué, mais créerait également un registre officiel du harcèlement si les choses s'intensifiaient. À la fin de notre consultation, j'avais décidé de demander à la fois l'ordonnance de restriction contre Trevor et la lettre de mise en demeure à mes parents. Mademoiselle Patel a commencé les formalités immédiatement, et j'ai quitté son bureau me sentant à la fois soulagé d'agir et triste d'en être arrivé là. Mon prochain arrêt était un serrurier. J'ai fait changer toutes les serrures de mon appartement cet après-midi-là. Le serrurier, un homme d'âge mûr nommé Joe, n'a pas posé de questions, mais a offert quelques hochements de tête compatissants pendant qu'il travaillait. Il m'a également suggéré d'installer une simple caméra de sécurité qui alerterait mon téléphone si quelqu'un s'approchait de ma porte. J'ai suivi son conseil et en ai commandé une en ligne avant de partir. De retour au travail le lendemain, j'ai rencontré le gérant de mon immeuble pour discuter de la violation de sécurité. Monsieur Ramirez s'est montré compréhensif et a consigné l'incident dans les registres de l'immeuble. Il m'a assuré que la sécurité avait reçu l'ordre de surveiller Trevor et d'appeler la police immédiatement s'il tentait à nouveau d'entrer dans l'immeuble. J'ai fourni une photo récente de Trevor tirée des réseaux sociaux pour les aider à l'identifier. Une semaine plus tard, j'ai reçu une notification inquiétante de mon service de surveillance de crédit. Il y avait eu plusieurs demandes sur mon dossier de crédit de la part de sociétés de prêts hypothécaires et de prêteurs automobiles. Je n'avais demandé aucun prêt, ce qui signifiait que quelqu'un utilisait peut-être mes informations sans autorisation. Compte tenu du moment et des circonstances, je soupçonnais Trevor, j'ai immédiatement contacté ma banque et mes sociétés de cartes de crédit pour placer des alertes de fraude sur tous mes comptes. J'ai passé des heures au téléphone avec diverses institutions financières, expliquant la situation et demandant des mesures de sécurité supplémentaires. Le représentant de la banque a suggéré que je prenne rendez-vous en personne pour discuter de mesures de protection supplémentaires, ce que j'ai fait pour le lendemain. À la banque, j'ai appris que quelqu'un avait effectivement tenté d'ouvrir une carte de crédit en utilisant mon numéro de sécurité sociale et mon adresse, mais qu'elle avait été refusée en raison de problèmes de vérification. La banque a gelé mes comptes et émis de nouvelles cartes avec des fonctionnalités de sécurité renforcées.
Ils m'ont également conseillé de déposer une plainte à la police pour la tentative de fraude. Déposer la plainte à la police a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Fournir des preuves que mon propre frère avait probablement tenté de voler mon identité ressemblait à la trahison ultime de la loyauté familiale. Mais comme l'officier qui a recueilli ma déclaration l'a souligné, ce n'était pas moi qui avais trahi la relation. À cette époque, la lettre de cessation et d'abstention a été remise à mes parents, et Trevor a été assigné à comparaître pour l'audience de l'ordonnance de restriction. La réaction a été rapide et furieuse. Ma mère a laissé un message vocal rempli d'accusations en sanglots sur le fait que je déchirais la famille avec des avocats et des menaces légales. Mon père a envoyé un email au ton sec déclarant qu'il n'aurait jamais pensé que son fils utiliserait le système judiciaire contre son propre sang. Les membres de la famille élargie ont commencé à prendre parti plus explicitement. La sœur de mon père a appelé pour me dire que je brisais le cœur de ma mère et que l'action en justice était une réponse excessive à ce qui n'était qu'un désaccord familial. Le frère de ma mère, cependant, m'a contacté de manière inattendue pour offrir son soutien. L'oncle Mike a révélé qu'il avait subi des pressions similaires de la part de mes parents il y a des années, lorsque mon père avait des difficultés financières et avait essayé d'utiliser les relations familiales pour résoudre ses problèmes. Cette révélation était à la fois validante et éclairante. Elle suggérait un schéma dans ma famille qui précédait Trevor et moi, une dynamique d'appropriation et d'obligation qui avait été normalisée au fil des générations. L'oncle Mike m'a présenté mon cousin Parker, qui avait également résisté aux enchevêtrements financiers familiaux et fait face à des réactions similaires. Tous les trois, nous avons formé un groupe de soutien improvisé, partageant des stratégies pour maintenir les limites tout en affrontant la tempête émotionnelle de la désapprobation familiale. Pendant ce temps, la vie de Trevor a continué de s'effondrer et, comme on pouvait s'y attendre, j'ai été blâmé pour chaque nouvel échec. Quand il a perdu son emploi 2 semaines après notre confrontation, mes parents ont affirmé que c'était parce que le stress de mon action en justice avait affecté ses performances au travail. Quand il n'a pas pu trouver de nouvel appartement en raison de ses antécédents d'expulsion et de son mauvais crédit, c'était parce que j'avais égoïstement refusé de l'aider quand il en avait le plus besoin. La prochaine tentative de manipulation est venue sous la forme d'un compromis proposé par mes parents. Ils paieraient 70% du loyer de Trevor pour un nouvel appartement si je contribuais les 30% restants chaque mois. Cela a été présenté comme une solution raisonnable, un moyen pour la famille de se rassembler pour aider Trevor sans placer tout le fardeau sur une seule personne. J'ai refusé fermement, soulignant que subventionner le logement de Trevor ne résoudrait pas les problèmes sous-jacents d'irresponsabilité financière et d'arrogance. J'ai suggéré à la place qu'ils utilisent cet argent pour l'aider à obtenir des conseils financiers et un traitement pour son problème de jeu, mais ma suggestion a été rejetée comme étant inutile et moralisatrice. Mon refus de ce plan de compromis fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase pour mes parents. Mon père envoya un bref courriel froid déclarant que tant que je ne serais pas prêt à prendre mes responsabilités en tant que membre de la famille, je ne serais plus le bienvenu dans leur foyer. Ma mère, généralement la plus émotionnelle et conciliante des deux, ne me contacta pas du tout. Un silence plus douloureux que ses précédentes supplications en larmes. J'ai abordé ce dernier développement lors de mes séances de thérapie avec le Dr Collins. Nous avons discuté du concept d'éloignement familial et du chagrin qui en découle, même lorsque la séparation est nécessaire pour la santé mentale et le bien-être de chacun. Elle m'a aidé à comprendre que les actions de mes parents, bien que douloureuses, reflétaient leurs propres problèmes non résolus et leur incapacité à fixer des limites saines avec Trevor plutôt qu'un échec de ma part. Au fil des semaines, j'ai trouvé de la force dans des endroits inattendus. Mon ami Marcus est resté un soutien inébranlable, me contactant souvent et me servant de caisse de résonance lorsque j'avais besoin de me défouler. Plusieurs collègues qui avaient été témoins de la visite de mes parents au travail ont exprimé leur sympathie et ont partagé leurs propres histoires de dynamique familiale difficile. Même ma voisine, Madame Thompson, après avoir entendu l'éclat de Trevor, m'a arrêté dans le couloir pour me dire qu'elle pensait que je gérais une situation difficile avec une retenue remarquable. Ce réseau de soutien croissant m'a aidé à traverser la tempête, mais la pire confrontation était encore à venir. Malgré mes réserves, j'ai accepté d'assister au dîner du 60e anniversaire de mon père. Je ne pouvais pas me résoudre à manquer une étape aussi importante, et une partie de moi espérait que le cadre public et l'occasion festive empêcheraient toute discussion sur le conflit en cours. J'avais tort. Je suis arrivé au restaurant et j'ai trouvé ma famille élargie déjà assise autour d'une grande table. Mes parents m'ont salué froidement et Trevor a à peine reconnu ma présence. Alors que je me dirigeais vers la seule place vide,
j'ai remarqué plusieurs grands sacs de sport et valises empilés près de la voiture de mes parents sur le parking, visible à travers la fenêtre du restaurant. Un sentiment d'appréhension m'a envahi. Tout au long du dîner, la conversation a circulé autour de moi, mais m'a rarement incluse. J'ai eu des discussions polies avec mes tantes et oncles, évitant soigneusement toute mention de la tension entre ma famille proche et moi. Alors que le dessert était servi et que mon père ouvrait ses cadeaux, j'ai commencé à penser que je pourrais échapper à la soirée sans incident. Puis, alors que les gens finissaient leur café, ma mère a annoncé qu'ils avaient quelque chose à dire à tout le monde. Elle a expliqué que Trevor traversait une période difficile et qu'il resterait temporairement avec eux. Puis elle m'a regardé directement et a ajouté qu'après le dîner, Trevor me suivrait à la maison et resterait dans mon appartement pendant un certain temps, car c'était plus proche de son nouveau travail. J'étais stupéfait. Nous n'avions jamais discuté de cet arrangement. Lorsque j'ai commencé à objecter, mon père m'a coupé, disant que c'était déjà décidé. Ma tante a hoché la tête avec approbation, commentant à quel point c'était bien que j'aide enfin mon frère. Il est devenu clair que mes parents avaient déjà dit à tout le monde que j'avais accepté ce plan. Avant que je ne puisse répondre, ma mère a mentionné négligemment qu'elle avait toujours le double des clés que je lui avais données pour les urgences, et que Trevor pourrait l'utiliser pour entrer si nos horaires ne correspondaient pas. Cette révélation m'a glacé le sang. La clé était destinée à de véritables urgences, pas à donner à mon frère un accès non autorisé à mon domicile. Je me suis levé, ma chaise raclant bruyamment le sol. D'une voix qui tremblait légèrement de colère, j'ai clairement déclaré que Trevor ne resterait pas avec moi, que je n'avais jamais accepté un tel arrangement, et que j'attendais de ma mère qu'elle me rende mon double des clés immédiatement. La table est devenue silencieuse. Puis Trevor s'est levé également, son visage déformé par la rage. Il a révélé que son propriétaire ne lui avait pas seulement donné un préavis. Il avait déjà été expulsé pour non-paiement de loyer. Il n'avait nulle part où aller, et c'était ma faute de ne pas l'avoir aidé quand j'aurais pu. Mon père a rejoint la mêlée, admettant quelque chose qu'ils avaient caché auparavant, il s'était porté garant pour Trevor 2 fois par le passé. Une fois pour un prêt automobile et une fois pour un appartement précédent. Les 2 fois s'étaient soldées par un désastre, Trevor ayant fait défaut sur les paiements et mes parents ayant dû couvrir des milliers de dollars pour protéger leur propre crédit. C'est pourquoi ils voulaient que j'intervienne cette fois. Ils ne pouvaient tout simplement pas se permettre de subir un nouveau coup financier. La conversation a dégénéré en une dispute ouverte. Mon père a lancé un ultimatum. Soit j'aidais Trevor en le laissant rester avec moi, soit je ne serais plus le bienvenu dans la famille. Ma mère a commencé à pleurer. D'autres membres de la famille ont choisi leur camp et le gérant du restaurant s'est approché pour nous demander de baisser la voix. J'ai regardé autour de la table les visages de ma famille, certains en colère, certains en larmes, certains mal à l'aise, et j'ai pris ma décision. J'ai posé de l'argent sur la table pour ma part du repas, j'ai présenté mes excuses à mon père pour avoir manqué le reste de sa fête d'anniversaire, et je suis parti. Mes mains tremblaient si fort en rentrant que j'ai dû m'arrêter une fois pour me ressaisir. Ma respiration était superficielle, mon cœur battait la chamade, et j'ai reconnu que je faisais une crise de panique. Je suis resté dans ma voiture pendant 20 minutes, pratiquant les techniques apaisantes que ma thérapeute m'avait enseignées avant de rentrer chez moi. Lorsque je suis arrivé à mon immeuble, mes pires craintes se sont confirmées. Trevor était déjà là, debout dans le hall avec une clé à la main, le double que ma mère lui avait donné. Me voyant, il a souri d'un air narquois et a dit « Maman a dit que tu pourrais essayer de te désister, alors elle m'a donné ça juste au cas où. » Je lui ai fermement dit qu'il n'était pas le bienvenu et qu'utiliser la clé sans ma permission constituerait une effraction. Il a ri et m'a bousculé, se dirigeant vers l'ascenseur. Je l'ai suivi, de plus en plus paniqué à l'idée qu'il entre dans mon espace privé contre ma volonté. Lorsque nous sommes arrivés à mon étage, j'ai constaté qu'il avait déjà utilisé la clé pour ouvrir la porte de mon appartement. À l'intérieur. Il avait jeté son sac à dos sur mon canapé et ouvrait mon réfrigérateur comme s'il y vivait. Lorsque j'ai exigé qu'il parte immédiatement, il a refusé, disant que nos parents lui avaient donné la permission de rester. Ce qui a suivi a été une confrontation physique que je n'aurais jamais pu anticiper. Lorsque j'ai essayé de lui reprendre ma clé, Trevor m'a poussé contre le mur. J'ai riposté défensivement et il a attrapé une photo encadrée de mon étagère et me l'a lancée. Le verre a volé en éclats sur le sol alors que je me baissais. Le bruit a incité ma voisine, Madame Thompson, à frapper à la porte, demandant si tout allait bien. Quand j'ai ouvert la porte,
elle a vu le verre brisé et la position agressive de Trevor et a immédiatement appelé la sécurité de l'immeuble. Trevor a continué d'insister sur le fait qu'il avait le droit d'être là, que nos parents lui avaient donné la permission, que c'était moi qui causais des problèmes. L'agent de sécurité de l'immeuble est arrivé et a demandé à voir une pièce d'identité et une preuve de résidence. J'ai montré mon permis de conduire avec mon adresse et j'ai expliqué que Trevor n'était ni locataire ni invité. Trevor a argué qu'il avait une clé, ce qui signifiait que je lui avais donné la permission. Le garde, incertain de la marche à suivre dans ce qui semblait être un conflit familial, a appelé le gérant de l'immeuble. En attendant l'arrivée du gérant, mes parents sont arrivés, ayant suivi Trevor jusqu'à mon appartement après le dîner désastreux. Ils se sont rangés du côté de Trevor, insistant sur le fait qu'en tant que ma famille, ils avaient tout à fait le droit de décider que Trevor pouvait rester avec moi. Mon père a accusé l'agent de sécurité d'outrepasser ses fonctions en s'ingérant dans une affaire de famille. Le gérant de l'immeuble, Monsieur Ramirez, est arrivé et a rapidement évalué la situation. Il a expliqué que selon mon bail, je ne pouvais pas faire emménager quelqu'un sans l'ajouter au contrat et que tous les résidents devaient subir des vérifications d'antécédents et de crédit. Lorsque mon père a argué que Trevor n'était qu'un visiteur, Monsieur Ramirez a pointé du doigt les valises et sacs de sport maintenant empilés dans mon couloir et a haussé un sourcil avec scepticisme. Trevor devint de plus en plus agité à mesure qu'il devenait clair que le personnel de l'immeuble n'allait pas le laisser rester. Il commença à crier que j'étais mort pour lui, que je regretterais cela, que je n'étais plus son frère. Ma mère alternait entre des supplications en larmes pour que je reconsidère et des accusations de cruauté. La scène dans le couloir avait attiré plusieurs voisins hors de leurs appartements. Des gens avec qui j'avais vécu pendant des années étaient témoins de cet effondrement familial humiliant. Certains regardaient avec une curiosité non dissimulée, tandis que d'autres se retiraient dans leurs appartements, mal à l'aise face à ce spectacle. Finalement, Monsieur Ramirez déclara fermement que si Trevor ne partait pas volontairement, il n'aurait d'autre choix que d'appeler la police. À la mention des forces de l'ordre, mon père céda enfin. Il dit à Trevor de rassembler ses affaires, me jetant un regard de profonde déception en le faisant. Alors que Trevor ramassait ses sacs, il renversa délibérément une petite table dans mon entrée, envoyant mes clés, mon courrier et une plante en pot s'écraser au sol. Personne dans ma famille ne s'excusa pour les dégâts ou le dérangement. Ils partirent en groupe, un front uni contre moi, l'étranger. Après leur départ, Monsieur Ramirez m'a aidé à nettoyer les morceaux de verre et la terre. Il m'a conseillé de changer mes serrures dès le matin et de documenter l'incident au cas où il y aurait d'autres problèmes. Puis, voyant à quel point j'étais ébranlé, il m'a demandé si j'avais un autre endroit où je pouvais passer la nuit. J'ai appelé Marcus brièvement, lui ai expliqué ce qui s'était passé, et il a immédiatement proposé son canapé. J'ai préparé un sac de nuit, remercié Monsieur Ramirez et Madame Thompson pour leur aide, et j'ai laissé mon appartement violet derrière moi, incertain de quand je m'y sentirais à nouveau en sécurité. Le matin après la confrontation dans mon appartement, j'ai appelé pour me déclarer malade au travail et j'ai rencontré un avocat recommandé par Marcus. Mademoiselle Patel était spécialisée en droit de la famille et avait de l'expérience dans les cas de harcèlement. Pendant que je racontais les événements des dernières semaines, culminant avec l'invasion de mon domicile la nuit précédente. Elle a pris des notes détaillées et posé des questions de clarification. Après avoir entendu toute l'histoire, Mademoiselle Patel n'a pas mâché ses mots. Ce que vous décrivez est du harcèlement, une entrée non autorisée et potentiellement du harcèlement criminel. A-t-elle dit, le fait que les auteurs soient des membres de votre famille ne rend pas leurs actions légales ou acceptables. Elle a exposé mes options. Je pourrais demander une ordonnance de restriction contre Trevor, ce qui lui interdirait légalement de s'approcher de moi, de mon domicile ou de mon lieu de travail. Je pourrais envoyer une lettre de mise en demeure à mes parents concernant leur harcèlement et leur encouragement au comportement de Trevor. Et le plus immédiatement, je devais changer mes serrures et installer des mesures de sécurité de base. J'hésitais à engager des poursuites judiciaires contre ma propre famille, mais Mademoiselle Patel a doucement fait remarquer qu'ils avaient déjà franchi plusieurs limites légales et éthiques. Une ordonnance de restriction ne me protégerait pas seulement, a-t-elle expliqué, mais créerait également un registre officiel du harcèlement si les choses s'intensifiaient. À la fin de notre consultation, j'avais décidé de demander à la fois l'ordonnance de restriction contre Trevor et la lettre de mise en demeure à mes parents. Mademoiselle Patel a commencé les formalités immédiatement, et j'ai quitté son bureau me sentant à la fois soulagé d'agir et triste d'en être arrivé là. Mon prochain arrêt était un serrurier. J'ai fait changer toutes les serrures de mon appartement cet après-midi-là. Le serrurier, un homme d'âge mûr nommé Joe,
n'a pas posé de questions, mais a offert quelques hochements de tête compatissants pendant qu'il travaillait. Il m'a également suggéré d'installer une simple caméra de sécurité qui alerterait mon téléphone si quelqu'un s'approchait de ma porte. J'ai suivi son conseil et en ai commandé une en ligne avant de partir. De retour au travail le lendemain, j'ai rencontré le gérant de mon immeuble pour discuter de la violation de sécurité. Monsieur Ramirez s'est montré compréhensif et a consigné l'incident dans les registres de l'immeuble. Il m'a assuré que la sécurité avait reçu l'ordre de surveiller Trevor et d'appeler la police immédiatement s'il tentait à nouveau d'entrer dans l'immeuble. J'ai fourni une photo récente de Trevor tirée des réseaux sociaux pour les aider à l'identifier. Une semaine plus tard, j'ai reçu une notification inquiétante de mon service de surveillance de crédit. Il y avait eu plusieurs demandes sur mon dossier de crédit de la part de sociétés de prêts hypothécaires et de prêteurs automobiles. Je n'avais demandé aucun prêt, ce qui signifiait que quelqu'un utilisait peut-être mes informations sans autorisation. Compte tenu du moment et des circonstances, je soupçonnais Trevor, j'ai immédiatement contacté ma banque et mes sociétés de cartes de crédit pour placer des alertes de fraude sur tous mes comptes. J'ai passé des heures au téléphone avec diverses institutions financières, expliquant la situation et demandant des mesures de sécurité supplémentaires. Le représentant de la banque a suggéré que je prenne rendez-vous en personne pour discuter de mesures de protection supplémentaires, ce que j'ai fait pour le lendemain. À la banque, j'ai appris que quelqu'un avait effectivement tenté d'ouvrir une carte de crédit en utilisant mon numéro de sécurité sociale et mon adresse, mais qu'elle avait été refusée en raison de problèmes de vérification. La banque a gelé mes comptes et émis de nouvelles cartes avec des fonctionnalités de sécurité renforcées. Ils m'ont également conseillé de déposer une plainte à la police pour la tentative de fraude. Déposer la plainte à la police a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Fournir des preuves que mon propre frère avait probablement tenté de voler mon identité ressemblait à la trahison ultime de la loyauté familiale. Mais comme l'officier qui a recueilli ma déclaration l'a souligné, ce n'était pas moi qui avais trahi la relation. À cette époque, la lettre de cessation et d'abstention a été remise à mes parents, et Trevor a été assigné à comparaître pour l'audience de l'ordonnance de restriction. La réaction a été rapide et furieuse. Ma mère a laissé un message vocal rempli d'accusations en sanglots sur le fait que je déchirais la famille avec des avocats et des menaces légales. Mon père a envoyé un courriel au ton sec déclarant qu'il n'aurait jamais pensé que son fils utiliserait le système judiciaire contre son propre sang. Les membres de la famille élargie ont commencé à prendre parti plus explicitement. La sœur de mon père a appelé pour me dire que je brisais le cœur de ma mère et que l'action en justice était une réponse excessive à ce qui n'était qu'un désaccord familial. Le frère de ma mère, cependant, m'a contacté de manière inattendue pour offrir son soutien. L'oncle Mike a révélé qu'il avait subi des pressions similaires de la part de mes parents il y a des années, lorsque mon père avait des difficultés financières et avait essayé d'utiliser les relations familiales pour résoudre ses problèmes. Cette révélation était à la fois validante et éclairante. Elle suggérait un schéma dans ma famille qui précédait Trevor et moi, une dynamique d'appropriation et d'obligation qui avait été normalisée au fil des générations. L'oncle Mike m'a présenté mon cousin Parker, qui avait également résisté aux enchevêtrements financiers familiaux et fait face à des réactions similaires. Tous les trois, nous avons formé un groupe de soutien improvisé, partageant des stratégies pour maintenir les limites tout en affrontant la tempête émotionnelle de la désapprobation familiale. Pendant ce temps, la vie de Trevor a continué de s'effondrer et, comme on pouvait s'y attendre, j'ai été blâmé pour chaque nouvel échec. Quand il a perdu son emploi 2 semaines après notre confrontation, mes parents ont affirmé que c'était parce que le stress de mon action en justice avait affecté ses performances au travail. Quand il n'a pas pu trouver de nouvel appartement en raison de ses antécédents d'expulsion et de son mauvais crédit, c'était parce que j'avais égoïstement refusé de l'aider quand il en avait le plus besoin. La prochaine tentative de manipulation est venue sous la forme d'un compromis proposé par mes parents. Ils paieraient 70% du loyer de Trevor pour un nouvel appartement si je contribuais les 30% restants chaque mois. Cela a été présenté comme une solution raisonnable, un moyen pour la famille de se rassembler pour aider Trevor sans placer tout le fardeau sur une seule personne. J'ai refusé fermement, soulignant que subventionner le logement de Trevor ne résoudrait pas les problèmes sous-jacents d'irresponsabilité financière et d'arrogance. J'ai suggéré à la place qu'ils utilisent cet argent pour l'aider à obtenir des conseils financiers et un traitement pour son problème de jeu, mais ma suggestion a été rejetée comme étant inutile et moralisatrice. Mon refus de ce plan de compromis fut la dernière goutte pour mes parents. Mon père envoya un bref courriel froid déclarant que tant que je ne serais pas prêt à prendre mes responsabilités en tant que membre de la famille, je ne serais plus le bienvenu dans leur foyer. Ma mère,
typiquement la plus émotionnelle et conciliante des deux, ne me contacta pas du tout. Un silence plus douloureux que ses précédentes supplications en larmes. J'ai abordé ce dernier développement lors de mes séances de thérapie avec le Dr Collins. Nous avons discuté du concept d'éloignement familial et du chagrin qui en découle, même lorsque la séparation est nécessaire pour la santé mentale et le bien-être de chacun. Elle m'a aidé à comprendre que les actions de mes parents, bien que douloureuses, reflétaient leurs propres problèmes non résolus et leur incapacité à fixer des limites saines avec Trevor plutôt qu'un échec de ma part. Au fil des semaines, je me suis concentré sur la reconstruction de mon sentiment de sécurité et de bien-être. J'ai pris une semaine de vacances du travail pour me reposer et digérer tout ce qui s'était passé. Mon patron, désormais au courant des grandes lignes de la situation, s'est montré étonnamment compréhensif, reconnaissant que les crises personnelles nécessitent parfois du temps et de l'espace pour être gérées. L'ordonnance de restriction contre Trevor a été accordée après une audience à laquelle il n'a pas comparu. Le juge a examiné les preuves, y compris le rapport de police pour tentative d'usurpation d'identité, les déclarations de témoins de mes voisins concernant la confrontation et la documentation des contacts indésirables répétés. L'ordonnance a interdit à Trevor de s'approcher à moins de 150 mètres de moi, de mon domicile ou de mon lieu de travail pendant 1 an. Avec les protections légales en place et ma maison sécurisée avec de nouvelles serrures et une caméra, j'ai commencé à me sentir plus en sécurité. Mais la blessure émotionnelle de l'éloignement familial est restée vive. La saison des fêtes qui approchait, habituellement une période de réunion de famille, est apparue comme un rappel douloureux de tout ce que j'avais perdu en me défendant. Thanksgiving est arrivé, le premier grand jour férié depuis l'arrangement. Au lieu du dîner traditionnel chez mes parents, j'ai accepté une invitation de Marcus et de sa petite amie à se joindre à leur célébration. Ils avaient également invité plusieurs autres amis sans famille locale, créant une atmosphère chaleureuse de famille choisie qui était à la fois différente et rappelant les réunions de famille de mon passé. Alors que j'aidais à préparer les accompagnements dans la cuisine de Marcus, je me suis retrouvé à partager des histoires de Thanksgiving passées avec ma famille, me souvenant des bons moments ainsi que des tensions. Il y avait une douce amertume dans ces souvenirs, une reconnaissance que même les relations familiales imparfaites avaient fourni un lien et une appartenance que je devais maintenant trouver ailleurs. Le lendemain de Thanksgiving, traditionnellement passé à décorer pour Noël avec ma mère, j'ai décidé de créer de nouvelles traditions pour moi-même. J'ai acheté un petit sapin pour mon appartement et les décoré avec des ornements qui reflétaient mes propres goûts et expériences plutôt que l'histoire familiale. J'ai fait des projets de bénévolat dans une banque alimentaire locale la veille de Noël et j'ai accepté une invitation à une fête du Nouvel An avec des collègues. Pas à pas, je construisais une vie définie par mes propres choix plutôt que par les attentes familiales. Tout au long de cette période, j'ai maintenu le contact avec l'oncle Mike et le cousin Parker, trouvant du réconfort à me connecter avec des membres de ma famille qui comprenaient et respectaient mes limites. Par leur intermédiaire, j'ai occasionnellement reçu des nouvelles de mes parents et de Trevor, apprenant que Trevor avait emménagé avec mes parents indéfiniment et qu'il l'aidait à demander des programmes d'aide gouvernementale. Bien que je m'inquiétais de la viabilité à long terme de cet arrangement, je reconnaissais que ce n'était plus mon problème à résoudre. Au moment où Noël est arrivé, j'avais développé une nouvelle perspective sur les relations familiales. J'ai compris que le véritable soutien signifiait encourager l'indépendance et la responsabilité, et non favoriser la dépendance et l'arrogance. J'ai vu que mes parents, malgré leurs défauts, agissaient par amour pour Trevor, aussi mal avisés que soit leur méthode. Et j'ai reconnu que mon amour pour ma famille ne nécessitait pas de sacrifier ma sécurité financière ni de me soumettre à la manipulation émotionnelle. Cette compréhension n'a pas effacé la douleur de la rupture, mais elle m'a permis de la vivre avec une plus grande compassion pour toutes les personnes impliquées, y compris moi-même. 6 mois après la confrontation dans mon appartement, la vie s'était installée dans une nouvelle normalité. L'ordonnance de restriction contre Trevor restait en vigueur, et il n'y avait eu aucune nouvelle tentative de contact de sa part. Mes parents et moi avions échangé de brefs messages formels concernant des questions pratiques comme le 80e anniversaire de ma grand-mère, mais notre relation est restée distante et tendue. Ma carrière s'était remise de la période de distraction et de stress. En fait, j'avais récemment été chargé d'un nouveau client important, un vote de confiance de mes supérieurs qui validait mon regain de concentration et d'engagement. Ma situation financière était stable, et j'étais de nouveau sur la bonne voie pour atteindre mes objectifs d'épargne à long terme. L'appartement qui avait été le centre de tant de conflits me semblait à nouveau entièrement mien. Les nouvelles mesures de sécurité avaient restauré mon sentiment de sécurité, et j'avais réaménagé les meubles et redécoré plusieurs pièces, me réappropriant symboliquement l'espace.
Le cadre photo cassé de la confrontation avait été remplacé par un nouveau contenant une photo de ma famille choisie, des amis qui m'avaient soutenu pendant la crise. Par l'intermédiaire de l'oncle Mike, je recevais occasionnellement des nouvelles de Trevor. Après plusieurs mois de vie avec nos parents, il avait trouvé une chambre à louer dans une colocation. Le loyer était suffisamment modeste pour qu'il puisse le payer avec son nouveau travail dans un entrepôt. Mes parents lui fournissaient toujours un soutien financier, mais à une échelle beaucoup plus petite qu'auparavant. Plus surprenant encore, Trevor avait apparemment commencé à assister à des réunions des joueurs anonymes, une petite mais significative étape vers la résolution de l'un de ses problèmes sous-jacents. Mes parents avaient également apporté quelques changements. Selon l'oncle Mike, ils avaient commencé à consulter un thérapeute familial, initialement pour gérer leur chagrin lié à l'éloignement de moi, mais explorant progressivement leur rôle dans l'encouragement du comportement de Trevor. Bien que j'ai été prudemment optimiste quant à ces développements, j'ai maintenu mes limites, sachant qu'un changement significatif prendrait du temps et de la cohérence pour se prouver. Ma relation avec la famille élargie avait évolué de manière inattendue. Certains proches qui avaient initialement condamné mes actions m'ont maintenant contacté avec une compréhension hésitante, ayant été témoins de plus de comportements de Trevor ou ayant entendu plus de détails sur la situation. D'autres sont restés fermement alignés avec mes parents, maintenant que la loyauté familiale devait l'emporter sur toutes les autres considérations. J'ai accepté les deux réactions avec équanimité, ne cherchant plus l'approbation universelle pour mes choix. Le réseau de soutien que j'avais bâti pendant la crise s'était renforcé et étendu. Marcus et moi étions devenus encore plus proches. Notre amitié s'est approfondie grâce à la confiance que je lui avais accordée dans mes moments les plus vulnérables. Ma voisine, Madame Thompson, m'invitait maintenant régulièrement à prendre un café. Notre relation avait évolué de salutations polies dans le couloir à une véritable amitié après qu'elle ait été témoin et qu'elle ait aidé pendant la confrontation. Même mes collègues qui avaient aperçu des bribes du drame familial lorsque mes parents sont apparus au bureau étaient devenus plus que de simples associés professionnels. La thérapie a continué d'être une partie importante de mon processus de guérison. Le docteur Collins et moi étions passés de la gestion de crise à une exploration plus approfondie des schémas familiaux et au développement de modèles de relations plus sains. J'apprenais à reconnaître les premiers signes avant-coureurs des violations de limites et à réagir de manière affirmée sans culpabilité ni défensive. L'une des leçons les plus précieuses que j'avais apprises concernait la nature des limites financières dans les relations. J'avais maintenant des directives internes claires sur le moment et la manière dont je prêterais de l'argent, les types d'enchevêtrements financiers que j'envisagerais et la manière de discuter ouvertement de ces questions avant que des problèmes ne surviennent. Ces principes s'étendaient au-delà de la famille aux amitiés et aux relations amoureuses, créant une clarté là où il y avait eu une ambiguïté inconfortable. J'avais également acquis une nouvelle appréciation du concept de famille choisie. Si les liens du sang m'avaient offert ma première expérience d'appartenance, je reconnaissais maintenant que le respect mutuel, les valeurs partagées et le soutien réciproque étaient les véritables fondements de relations significatives. Les amis qui m'avaient soutenu pendant la crise familiale avaient démontré ces qualités d'une manière que certains de mes proches biologiques n'avaient pas fait. Le processus de pardon était continu et complexe. Je travaillais à pardonner à mes parents leur rôle dans le conflit, comprenant que leurs actions découlaient de leurs propres peurs et limites plutôt que de la malice. J'apprenais à pardonner à Trevor, non pas pour excuser son comportement, mais pour me libérer du fardeau du ressentiment. Et peut-être le plus difficile, j'apprenais à me pardonner la culpabilité que je ressentais encore parfois d'avoir imposé des limites à ma famille. À l'avenir, j'avais développé des attentes plus claires quant à ce à quoi la réconciliation pourrait ressembler si elle devenait un jour possible. J'aurais besoin de voir un respect constant de mes limites, une reconnaissance du mal qui avait été fait, et des changements concrets de comportement plutôt que de simples paroles d'excuses. Tant que ces conditions ne seraient pas remplies, je maintiendrai la distance nécessaire à mon bien-être tout en laissant la porte entr'ouverte pour une relation transformée à l'avenir. Alors que l'été arrivait, apportant avec lui l'anniversaire de la demande de prêt immobilier initial qui avait déclenché toute l'épreuve, je me suis retrouvé à réfléchir à la leçon fondamentale de l'expérience. Le véritable soutien familial signifie encourager l'indépendance et la responsabilité, et non favoriser la dépendance par des enchevêtrements financiers. Le véritable amour donne aux autres les moyens de se tenir debout plutôt que de créer une dépendance permanente. En fin de compte, j'ai trouvé la paix en sachant que j'avais fait des choix difficiles mais nécessaires pour protéger mon avenir financier et ma santé mentale. Bien que le coût ait été élevé en termes de relations familiales, l'alternative aurait été une vie de violation de limites et de demandes croissantes. En restant ferme, je n'avais pas seulement préservé mon propre bien-être,
mais j'avais potentiellement créé les conditions pour que ma famille développe des dynamiques plus saines à long terme. Avez-vous déjà eu à faire un choix difficile entre les attentes familiales et votre propre bien-être? J'aimerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Si cette expérience vous a interpellé, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à ma chaîne pour plus d'histoires sur la navigation dans les dynamiques familiales compliquées. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être aux prises avec des problèmes de limites similaires, partagez cette vidéo avec eux pour leur faire savoir qu'ils ne sont pas seuls. Merci d'avoir écouté mon histoire et rappelez-vous que parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même et pour les autres est de fixer des limites claires et fermes.